Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Le président chinois Xi Jinping s'est entretenu le 8 janvier avec son homologue nord-coréen Kim Jong-un lors de sa visite en Chine. Qu'est-ce que cette visite au début de l'année signifie-t-elle et que faut-il attendre de la résolution de la question de la péninsule coréenne? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec notre invité. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Ding Yifan. Vous êtes chercheur au Centre de recherche sur le développement du Conseil des affaires d'État. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Alors d'abord, comment voyez-vous le moment choisi de cette visite? En fait, en début de l'année, c'est très important, mais aussi l'année est importante. Parce que cette année 2019, nous allons fêter la fondation, le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, mais aussi c'est le 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Corée du Nord, la République démocratique du Corée. Si le dirigeant nord-coréen a choisi le moment cette année, venir à nouveau en Chine, c'est aussi pour commémorer le 70e anniversaire des relations diplomatiques officielles entre la Chine et la Corée du Nord. Mais aussi, il y a quelque chose de très important, c'est que le président américain Donald Trump a laissé entendre par tweets, etc., qu'il avait l'intention de rencontrer à nouveau le dirigeant nord-coréen pour discuter des problèmes de dénucléarisation, mais aussi de la paix sur le péninsule coréen. Et je pense que la visite du président nord-coréen a d'une certaine manière prouvé que c'est un événement immédiat qui va bientôt arriver, je pense. Il y aura bientôt une rencontre entre le président Trump et le président Kim Jong-un. C'est comme la dernière fois, avant la rencontre. C'est ça, la dernière fois aussi. Avant d'aller rencontrer le président Trump à Singapour, le président Kim Jong-un est venu en Chine, a rencontré le président Xi Jinping et ils ont discuté longuement sur les différentes solutions, différentes possibilités, etc. etc. Donc il est normal que le dirigeant nord-coréen vienne en Chine pour discuter avec le dirigeant chinois avant de rencontrer son homologue américain. Mais si on parle d'abord de la relation entre la Chine et la Corée du Nord, on voit que lors des échanges entre les deux dirigeants, le président chinois a affirmé de son côté qu'il y avait une nouvelle page qui s'est ouverte dans cette relation en 2018. Donc comment expliquez-vous cette description? C'est vrai, en 2018, il y a eu beaucoup d'échanges entre la Corée du Nord et la Chine. D'abord, le dirigeant nord-coréen est venu 3 fois en Chine, rencontrer le dirigeant chinois, discuter, non seulement discuter des problèmes de négociation avec les Américains, mais aussi discuter des possibilités de la réforme et d'ouverture. C'est pour ça que c'est une nouvelle page dans l'histoire, non seulement des relations sino-nord-coréennes, mais aussi dans l'histoire du développement de la Corée du Nord. Parce qu'il paraît que les dirigeants nord-coréens ont décidé de suivre aussi l'exemple chinois, c'est-à-dire de réformer leur système, d'engager sur la voie du développement économique par une plus grande ouverture vers l'extérieur, etc., etc. Le dirigeant nord-coréen avait donné plusieurs fois des signaux dans ce sens-là. Et si on regarde aussi, à part les visites des dirigeants nord-coréens, mais il y avait aussi les visites des fonctionnaires de tout niveau du gouvernement nord-coréen l'année dernière en Chine, en 2018. Il y a eu beaucoup de visites des fonctionnaires du gouvernement nord-coréen en Chine, dans différentes villes de Chine, pour apprendre les expériences chinoises de développement. Et effectivement, on voit que cette fois, lors de sa visite, Kim Jong-un a affirmé un grand intérêt envers l'expérience chinoise. Il a dit que l'expérience chinoise
en matière de développement est très précieuse et j'espère pouvoir me rendre à nouveau en Chine pour étudier et échanger. Donc cette volonté, comment cette volonté va influencer le cours du développement de la relation entre les deux pays? Je pense que pour les dirigeants nord-coréens, il y a deux choses. D'abord, le problème de la sécurité, parce que en dépit de l'armistice, il n'y a pas encore de conclusion de traité de paix entre les Américains et les Nord-Coréens. Donc finalement, la Corée du Nord se sentait toujours menacée par une invasion en provenance du Sud. Et donc la Corée du Nord était obligée de dépenser beaucoup d'argent pour son armée, etc., pour nourrir une armée très nombreuse, efficace ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'État nord-coréen était obligé de dépenser beaucoup d'argent pour maintenir cette défense, etc. Mais maintenant, comme il y a une possibilité de finir l'état de guerre et de conclure une paix avec les Américains, avec cette rencontre, etc., bien sûr avec aussi la promesse du dirigeant nord-coréen de se débarrasser de ses armes nucléaires, etc. Donc, si on peut conclure un marché, si les Nord-Coréens et les Américains pouvaient conclure un marché sur les possibilités de développement contre l'abandon de l'arme nucléaire et garantie de sécurité, je pense que ce serait un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, je pense pour les téléspectateurs qui n'ont pas suivi l'actualité de l'année 2018 autour de la péninsule coréenne, peut-être est-ce que vous pouvez donner un peu les plus grands événements qui méritent une attention particulière, parce que vous avez évoqué tout à l'heure un peu. Pouvez-vous nous donner quelques événements les plus importants? Les plus importants, c'est que, oui, tout d'abord, avant 2018, en 2017, etc., il y avait un moment où le dirigeant nord-coréen, le dirigeant américain, se jetait des pierres. Il disait que oui. Donald Trump a appelé Kim Jong-un Rocketman, donc l'homme de la roquette. Et Kim Jong-un répliquait que c'est un dotard, c'est un vieillard un peu fou. C'était des échanges de paroles. Des échanges de paroles assez il avait une agressivité, etc. Mais puis, une fois entré en 2018, le ton change. Il y a eu des contacts, je pense, que non officiels entre les Nord-Coréens et les Américains. Donc, au début des années, Donald Trump a laissé entendre par Twitter que finalement, il serait prêt à rencontrer le président nord-coréen pour essayer de débarrasser le problème nucléaire. Le président américain dit qu'il pourrait arriver à assurer le peuple américain d'une éventualité de guerre nucléaire, parce que sinon les Nord-Coréens menaçaient de lancer une guerre nucléaire, de lancer une bombe nucléaire, parce que les Nord-Coréens faisaient des tests de missiles à longue portée, c'est-à-dire des missiles intercontinentaux, c'est-à-dire qui pourraient atteindre au moins les bases militaires américaines dans le Pacifique, voire même sur la côte ouest des États-Unis, etc. Il y avait ça. Et le président Trump disait qu'avec la négociation, je suis en train de dissiper cette menace. Et puis, donc, il y a eu une possibilité de rencontre. Et c'est dans ce genre de contexte-là que le président nord-coréen est venu en Chine. Venu en Chine une première fois pour rencontrer les dirigeants chinois. Non seulement il a rencontré le président Xi Jinping, mais aussi tous les membres permanents du bureau politique. C'est-à-dire, il y a ça. Après ce genre d'échange,
eh bien, au milieu de l'année, avant d'aller rencontrer le président Trump à Singapour, le président Kim Jong-un à nouveau est venu en Chine et il a eu une discussion de plusieurs heures avec le président Xi Jinping à Dalian, dans une promenade le long d'une forêt, etc. etc. Et là, je pense que c'était des échanges pour préparer le dialogue avec le dirigeant américain. Puis, bien sûr, il y a eu la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Et puis, après la rencontre, à nouveau, le président Kim Jong-un est venu en Chine pour rencontrer à nouveau le président Xi Jinping. Je pense que c'était aussi une opportunité d'échange des points de vue sur la rencontre et sur les perspectives de développement dans l'avenir. C'est vrai que, oui, on a vu que les deux parties se sont mis d'accord cette fois, justement, d'œuvrer pour la paix sur la péninsule coréenne. Et dans les événements que vous avez cités tout à l'heure, il y avait beaucoup d'événements qui sont liés à la Chine. Donc, je voudrais demander quel est aujourd'hui le rôle de la Chine dans la résolution de la question de la péninsule coréenne, sachant que, apparemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les dirigeants nord-coréens et le dirigeant américain se sont rencontrés, et puis il y avait cette normalisation de la relation entre les deux Corées. Donc aujourd'hui, quel est le rôle de la Chine dans ces affaires? Je pense que le rôle le rôle de la Chine sur les affaires du péninsule coréenne est primordial. Parce qu'il ne faut pas oublier que s'il y avait l'armistice, qui étaient les signataires de ces armistices, c'était les Nord-Coréens, les Chinois, les Américains et les Sud-Coréens. C'était une espèce de traité international signé par les quatre parties. La Chine est un des parties signataires de cet armistice. Donc, elle est impliquée. De gré ou de force. De gré ou de force. Comme la Chine est signataire de cet armistice et elle est impliquée dans ce domaine-là. En plus, avec la Corée du Nord, la Chine avait signé un traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Et ce traité est automatiquement renouvelé. Parce qu'il n'y a pas de limite dans le traité. Parce que dans le traité, il y a toujours des clauses, etc. Quelquefois, on dit que le traité est valable pour un nombre d'années, etc. Mais dans ce traité, il n'y a pas de limite. Donc, vis-à-vis de la Corée du Nord, la Chine a des obligations par ce traité d'amitié et d'assistance mutuelle. Et de ce point de vue, que les Chinois et les Nord-Coréens se consultent avant de rencontrer les Américains, avant de conclure quelque chose que ce soit avec les Américains, eh bien, il faut qu'ils s'informent. Il faut c'est normal. C'est normal. Et de ce point de vue, comme la Chine a aussi d'assez bonnes relations avec la Corée du Sud. Donc la Chine joue un rôle important de médiateur entre les deux Corées, mais aussi avec les Américains. Mais on se rappelle aussi un événement important qui s'est passé l'année dernière, c'est la normalisation de la relation entre les deux Corées. Donc quel est votre point de vue sur cet événement et le rôle du Corée du Sud dans la question de la péninsule coréenne? Il faut dire que les deux Corées étaient d'une certaine manière très actifs pour ce qu'on appelle la réunification. Mais tout simplement, les projets de réunification sont complètement diamétrales entre les deux. C'est-à-dire C'est-à-dire que finalement,
la Corée du Sud voulait une certaine réunification un peu à l'allemande. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Ouest avait complètement enveloppé et dévoré d'une certaine manière l'Allemagne de l'Est. Et tandis que la Corée du Sud voulait réunifier tout le péninsule, mais sous l'autorité de la Corée du Sud. Alors que la Corée du Nord, étant beaucoup moins ambitieuse de ce jour, parce qu'avant, les Coréens du Nord étaient aussi très ambitieux, même aujourd'hui. Il leur semblerait beaucoup moins ambitieux que par le passé. Donc les Coréens du Nord sont moins ambitieux dans ce domaine-là. Ils ont proposé plusieurs fois des plans de réunification sous un schéma de construction d'une confédération avec deux régimes à peu près parallèles, avec une reconnaissance mutuelle, mais avec seulement la défense serait plus ou moins réunifiée. Donc il y aurait seulement une réunification de l'armée et pas de menace des deux côtés. C'était ça. Donc les deux plans de réunification sont complètement différents. Jusqu'à maintenant, en dépit de la proposition de plan de réunification, il n'y a pas de possibilité d'application de ces réunifications. Par contre, il y a de plus en plus de contacts entre les Sud-Coréens et les Nord-Coréens. Il y a plus de contacts et la Corée du Nord était prête à rouvrir la zone spéciale, la zone économique spéciale pour attirer plus d'investissements sud-coréens, et ils sont prêts à rouvrir aussi une site touristique. C'est une montagne, etc. Avant, les Sud-Coréens pouvaient venir, c'est pratiquement un lieu de pèlerinage. Donc les Sud-Coréens, les touristes sud-coréens pouvaient aller librement dans cette montagne nord-coréenne, mais lorsqu'il y a une tension, ils ont refermé la frontière et les Sud-Coréens ne pouvaient plus y aller. Mais aujourd'hui, ils sont prêts à rouvrir la frontière et permettre aux touristes sud-coréens d'aller dans cette montagne et aux businessmen, aux entrepreneurs sud-coréens d'aller investir dans la zone économique spéciale de la Corée du Nord. Alors, on voit que durant les échanges avec le président nord-coréen, le président chinois a affirmé sa volonté de soutenir une solution politique à la question de la péninsule coréenne, et il a déclaré que le règlement politique de la question de la péninsule est devant une opportunité historique rare. Oui. Comment interprétez-vous cette description? Cela veut dire tout simplement que les Nord-Coréens, les Sud-Coréens se sont prêts à négocier une solution politique. Il y avait une hostilité, une certaine hostilité militaire des deux côtés, avec des exercices militaires de part et d'autre, etc. Et aujourd'hui, les Sud-Coréens et les Nord-Coréens ont conclu un accord de paix dans ce domaine-là. Et ils ont décidé d'arrêter la menace mutuelle. Donc, des deux côtés, ils ont ouvertement déclaré qu'ils ne veulent plus recourir à la force pour résoudre les problèmes, des disputes, etc. Donc, sur les frontières, sur les territoires en dispute, etc., il n'y a plus de menaces d'usage de force. Il n'y a plus d'exercices militaires comme avant. Il y a plus de choses comme ça. Et c'est d'un changement fondamental sur le péninsule coréen. Et aussi du côté du gouvernement américain. Donald Trump a montré au moins jusqu'à maintenant une volonté de négocier avec la Corée du Nord.
avec la Corée du Nord, et la Corée du Sud aimerait bien jouer le rôle de médiateur entre la Corée du Nord et les États-Unis. Donc tous ces facteurs sont en faveur d'une paix ou d'une solution de paix à ces conflits militaires, etc., à ces tensions militaires sur le péninsule. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis longtemps, depuis très très longtemps. Et c'est donc une opportunité historique à saisir. Si on peut saisir cette opportunité historique pour faire avancer un peu, ne reste qu'un petit pas vers la paix, ce serait très important. D'abord pour cette région, pour l'Asie de l'Est, mais aussi pour l'économie mondiale. Parce que, finalement, en fin de compte, si on arrive à maintenir la paix et conclure une espèce de paix dans cette région-là, eh bien cette région-là aurait plus de dynamisme pour l'investissement, pour la reconstruction des pays de la Corée du Nord et de la Corée du Nord. Et ce sera des opportunités d'investissement et de développement assez importantes dans le monde. Mais finalement, vous avez dit que aujourd'hui, on arrive à une situation qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps. Donc, quelles sont selon vous les racines qui conduisent vraiment à cet apaisement, si on peut dire, de la situation? D'abord, la confidence. La confiance du dirigeant nord-coréen. Parce que jusqu'à maintenant, Kim Jong-un est un dirigeant qui est arrivé un peu par surprise. Parce que personne n'avait pensé que son père serait mort d'un accident cardiaque. Et il n'était pas complètement préparé. Bien en plus, à l'intérieur du pays, il y avait des forces de résistance, il y avait des conflits internes du pays, etc. Donc, il n'était pas sûr. Donc, la tension militaire était due un peu à l'instabilité du pouvoir. Maintenant, il s'est assuré de son pouvoir. À l'intérieur du pays, il n'a plus d'adversaire. Il est assuré de son pouvoir. Et il peut penser aussi au développement. Il peut penser au développement. Et c'est quelqu'un qui a reçu son éducation dans son enfance, en Suisse. Donc il connaît un peu le monde extérieur. Il a vu de ses yeux, par ses voyages en Chine, par ses informations qu'il puisse avoir, il a vu le développement de la Chine, un voisin à côté. Etc. Donc ça lui a fait changer des idées, etc. Donc à part de la volonté de la Corée du Nord à développer son économie, est-ce que les autres acteurs ont un rôle à jouer dans cet apaisement jusqu'ici Là aussi, parce que la Corée du Nord possède des armes de destruction massive, bombes nucléaires, missiles, etc. Et ce serait aussi un bon marché à conclure si on peut échanger cela contre l'abandon de ces armes de destruction massive. Mais comment expliquez-vous la position des États-Unis jusqu'ici? Comment illustrer Parce que ces gestes américains? Les Américains avaient à tour de rôle utilisé la force, la menace, etc. pour forcer en fait la Corée du Nord à abandonner ses projets de développement d'armes nucléaires, mais sans fournir une garantie de paix. Donc c'est de ce genre de choses, dans ce genre de contexte, c'était difficile parce que le régime de la Corée du Nord se sentait menacé par une invasion, etc. Eh bien, la Corée du Nord devait se préparer pour ce genre de choses. Elle était obligée de développer des armes de destruction massive pour se protéger, etc. Et maintenant, si la Chine, la Russie, les États-Unis, les pays voisins et les grandes puissances du monde pouvaient fournir une espèce de garantie, pouvaient conclure à une paix, eh bien,
les Nord-Coréens penseraient qu'il serait inutile. Mais pensez-vous que, par exemple, le retrait des États-Unis de l'accord iranien joue un rôle un peu négatif en montrant qu'il y a une incertitude. Le dirigeant nord-coréen est prudent. Dans sa visite en Chine tout récemment, il a dit que finalement notre patience n'est pas illimitée. On tend vers vous une branche d'olivier. Est-ce qu'il y aurait une réponse positive des Américains? C'est à voir. C'est à voir. Donc, l'interaction pourrait être positive si les Américains répondent favorablement à l'initiative nord-coréenne. Et là, c'est certainement le souhait des dirigeants chinois. Si on arrive à une interaction positive dans les deux sens, on peut arriver à une paix sur le péninsule coréen. Et à ce moment-là, ce serait une grande opportunité pour le développement de la région. Mais donc la crainte, c'est plutôt, même si un traité a été signé, est-ce qu'il y aura des possibilités que les États-Unis vont retirer de cet accord? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette doute qui existe encore? Je n'en sais rien, mais ce sont les Nord-Coréens qui vont juger. Qui vont juger de la crédibilité et des promesses américaines, etc., etc. Oui, mais cela dépend. Mais là aussi, il y a aussi, il ne faut pas oublier le rôle de la Chine. Parce que la Chine est toujours signataire de l'armistice. La Chine est toujours signataire du traité d'amitié et d'assistance mutuelle avec la Corée du Nord. La Chine a des obligations vis-à-vis de la Corée du Nord. Si les Américains veulent lancer une attaque contre la Corée du Nord, il faut penser à la réaction des Chinois. Donc ça, c'est une condition supplémentaire. Oui, bien sûr. Très importante même. Et ils ont connu ça pendant la guerre du Corée. Pendant la guerre de Corée, dans les années 50, les Américains, au nom des Nations Unies, ils ont connu la résistance des Chinois dans cette affaire-là. Mais finalement, pour conclure, donc, quel est votre point de vue sur la perspective de la résolution de la question de la péninsule coréenne dans l'année 2019? Je pense que, comme j'ai expliqué, je pense que jusqu'à maintenant, le signal est plutôt encourageant. Bien sûr, comme l'économie américaine n'est pas très stable pour le moment, lorsqu'il y a par exemple des récessions économiques, etc., les hommes politiques américains sont plutôt tentés par les aventures militaires à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que la guerre en Irak a été provoquée juste après l'écroulement de la bourse de New York en 2001-2002. Donc ça aussi, on ne sait pas, parce que jusqu'à maintenant, il y a des signaux plutôt positifs, encourageants des deux parts, de la part de Corée du Nord et de la part des États-Unis. Mais d'un autre côté, on ne peut pas garantir que si à nouveau les États-Unis tombent à nouveau dans une récession économique, que les hommes politiques, que les élites politiques américaines ne cherchent pas à nouveau un bouc émissaire pour détourner l'attention, pour lancer une autre guerre, etc. Souvent, quand ils lancent une guerre à l'extérieur, c'est pour détourner l'attention de l'intérieur. Le crack de la bourse de New York était quelque chose de primordial pour la détermination de la guerre en Irak. Alors je vous remercie, Monsieur Ding, merci pour vos analyses. Merci. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.